africain comme pour tous les pays du monde. Mais c'est une exigence qui vient en aval d'une exigence plus fondamentale qui est en amont, c'est celle d'avoir une politique de développement économique et social également indépendante. Si l'instrument monétaire est un instrument, les politiques monétaires, au service d'une politique économique et sociale. Si on ne remet pas en question les politiques économiques et sociales, il est inutile d'avoir une indépendance monétaire. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les hauts fonctionnaires de la BCEAO défendent l'instrument est parfait pour servir la politique économique et sociale en vigueur. Et par conséquent, pourquoi changer d'instrument? Ceux des pays, et notamment pas mal de pays africains, qui ont une monnaie, qui gèrent une monnaie dite nationale, d'apparence nationale. Ce n'est pas une monnaie nationale. Ça reste une monnaie coloniale dans la mesure où leur politique économique est une politique d'insertion inconditionnelle dans la mondialisation impérialiste telle qu'elle est aujourd'hui. Et ces monnaies dites nationales ne sont pas gérées réellement par les autorités nationales, leurs autorités nationales, sont gérées par le FMI. Le FMI, c'est le ministère des colonies de l'impérialisme collectif. Ce n'est rien d'autre. Le FMI ne gère pas les relations entre le dollar, l'euro, la livre sterling, le yen et le yuan. Il gère quoi? Il gère le cedi ghanéen, il gère la naira du Nigeria, il gère toutes ces monnaies dites nationales qui ne sont pas des monnaies nationales. Alors, c'est un point qui me paraît important et qui va dans le sens de ce que Martial a dit tout à l'heure. Il faut considérer l'indépendance monétaire comme partie d'un programme, d'un projet, d'une stratégie holistique qui prend en considération en amont et plus important que l'indépendance monétaire, la tentative d'avancer dans une indépendance économique et sociale réelle. Voilà tout ce que je voulais dire très brièvement. Je suis de ceux qui ai dit cela pas avant-hier. Je l'ai écrit en 1964. À une époque où j'ai fait des propositions concernant précisément la sortie du franc CFA de l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait un certain nombre de pays africains de la région qui s'étaient engagés, qui avaient amorcé un engagement dans un développement économique et social différent, indépendant. C'était le cas du Mali, c'était le cas de la Guinée, mais à l'époque, c'était le cas du Ghana, et à l'époque, leur audience allait au-delà de leurs frontières, et c'est la raison pour laquelle l'un des hommes politiques de l'époque, le président Amani Diori du Niger, m'a sollicité pour l'aider à imaginer une sortie de la zone CFA et une réorganisation du système monétaire de l'Afrique de l'Ouest, de certains pays, pratiquement exclusivement les francophones à l'époque, de cette zone monétaire. Si ce projet ces propositions n'ont eu aucune suite, et je dirais même aucun écho, très peu d'écho. C'est assez amusant de voir que ça n'a été publié que dans un livre collectif au Canada quelques années plus tard, et rien d'autre. C'est parce que précisément, en amont, les politiques économiques d'indépendance, d'avancée dans l'industrialisation, dans la transformation du monde rural, dans une planification d'ensemble qui
donne une marge d'autonomie au développement des pays en question, s'est épuisé très rapidement, s'est essoufflé très rapidement, et que par conséquent le problème monétaire ne se posait plus, puisqu'on acceptait finalement de rester dans la logique d'un système colonial ou néocolonial, peu importe le terme, d'ensemble. Voilà. Alors, les deux intervenants principaux devraient pouvoir être relativement brefs, parce que nous allons être obligés d'organiser la seconde